Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je suis très honoré et très heureux de vous retrouver, mes chers amis, dans ce cadre agréable, en remerciant vivement le professeur Baldé Adnan pour son aimable invitation. Alors, nous allons démarrer cette session hémodynamique par un sujet qui concerne le ventricule droit, à savoir comment passer de la physiologie à une gestion du malade qui soit la plus optimale. Alors, le premier intérêt de cette question, c'est que même si on prend un ventricule droit qui soit normal et qu'on le met dans un milieu de réanimation avec de la ventilation mécanique, avec du remplissage des fluides, eh bien c'est un environnement hostile pour ce ventricule droit. Deuxième intérêt de la question, c'est que les défaillances droites sont très souvent mal recherchées, sous-diagnostiquées, avec des facteurs d'agression qui sont multiples, et dès qu'on a cette défaillance, la mortalité augmente de façon beaucoup plus significative que si le ventricule droit était normal. Alors, je vous propose d'aborder la question avec les questions suivantes. Tout d'abord, on va voir quelles sont les particularités physiologiques du ventricule droit. On va voir quels sont les facteurs d'agression du ventricule droit. Comment, et ça va être le challenge du réanimateur au lit du malade, comment détecter précocement une défaillance ventriculaire droite. Nous allons voir sur le plan thérapeutique quelle sera la stratégie thérapeutique immédiate à adopter. Et puis, nous allons essayer de voir quelle stratégie hémodynamique en essayant de répondre à la question classique qu'on nous a matraqué pendant très longtemps à la faculté de médecine. Faut-il remplir systématiquement toute défaillance ventriculaire droite? Tout d'abord, on peut dire que le ventricule droit, c'est le véritable moteur du retour veineux. Si on se rappelle la courbe ou l'équation du retour veineux, la pression de retour veineux, c'est la pression au niveau du réservoir veineux moins la pression de l'oreille droite. Et le rôle du ventricule droit, c'est de maintenir la pression de l'oreille droite la plus basse possible, en maintenant une éjection ventriculaire droite correcte pour pouvoir maintenir une admission à partir de l'oreille droite qui soit la plus fluide possible et garder la pression de l'oreille droite entre 0 et 4 mm de mercure. Alors si on compare les courbes de Frank Starling, celle en bleu du ventricule droit avec celle en rouge du ventricule gauche, on constate que la courbe de Frank Starling du ventricule droit a une zone de précharge dépendance qui est beaucoup plus importante. Et le ventricule droit est physiologiquement précharge dépendant. C'est ce qui lui permet d'encaisser les augmentations brutales de la volémie, que ce soit par l'effort ou que ce soit dans une situation iatrogénique. Alors pour qu'il puisse jouer ce rôle d'amortisseur hémodynamique ou d'encaisseur de surcharge volémique, il faut absolument garder les réglages du bon Dieu en aval, c'est-à-dire garder une pression artérielle pulmonaire moyenne en évitant tous les facteurs qui vont entraîner soit une vasoconstriction pulmonaire, soit qui vont comprimer les vaisseaux, je donne l'exemple de la PEP, ou qui vont obstruer les vaisseaux, tels que les emboles. À savoir que le ventricule droit aussi, si on compare les pressions au niveau de l'artère pulmonaire et du ventricule droit, on constate qu'elles sont vraiment très basses par rapport à la circulation gauche. La pression artérielle pulmonaire moyenne est aux alentours de 15, c'est 5 fois moins que la pression artérielle moyenne systémique. Maintenant, sur un plan purement anatomique, si on prend le ventricule droit, eh bien, avec le ventricule gauche, avec leur vaisseau coronaire, ils sont entourés d'un sac péricardique inextensible, et ça nous rappelle un petit peu un organe assez disons, assez noble, qui est le cerveau, avec une équation de pression de perfusion coronaire qui est presque similaire à celle de la pression de perfusion cérébrale, à savoir pression artérielle moyenne moins la pression intraventriculaire. Alors, quand on prend un ventricule droit normal, comme ce qu'on voit ici à gauche, qui a une forme de croissant, pas de ventricule gauche qui marche très bien, donc les vaisseaux coronaires ne sont pas distendus, la pression artérielle pulmonaire normale, la perfusion coronaire droite va être systolo-diastolique. Alors, si on a une situation d'augmentation aiguë de la pression artérielle pulmonaire, avec dilatation du ventricule droit, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une compression brutale des vaisseaux coronaires, ce qui va annuler la composante systolique de la perfusion, et on va se retrouver avec une perfusion coronaire droite qui est uniquement diastolique, puisque la pression qui va régner va comprimer les vaisseaux coronaires. Alors, mettons des chiffres sous l'équation.
Imaginons que la pression intraventriculaire droite est passée à 65. Si on garde, comme les recommandations le disent, une PAM à 65, dans un état de choc, disons, supposé être cardiogénique, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir une pression de perfusion coronaire droite qui va être nulle. Et donc, le message ici, c'est que le ventricule droit peut s'ischémier à pression artérielle pulmonaire normale. Et la principale conséquence thérapeutique, c'est de mettre des vasopresseurs très précoces. Et en cas de défaillance ventriculaire droite affirmée avec des pressions artérielles pulmonaires élevées, il faudra cibler des chiffres de pression artérielle pulmonaire moyenne plus élevés que la normale. Alors maintenant, prenons la situation qui est à droite, où on a une pression artérielle pulmonaire qui est élevée. Et partant du principe que la perfusion dans cette configuration est uniquement diastolique. Et partant du principe que la pression ventriculaire droite en diastole est égale à la pression de l'oreille droite. On peut écrire l'équation PPC égale PAM moins pression intraventriculaire de la façon suivante. PPC égale PAM moins la pression de l'oreille droite. Et donc le message ici, c'est que pour maintenir une pression de perfusion coronaire qui soit efficace en situation d'HTAP avec dilatation ventriculaire, il faut absolument maintenir une PAM plus élevée et une pression artérielle, une pression de l'oreille droite la plus basse possible. Maintenant, quels sont les facteurs d'agression du ventricule droit? En fait, c'est les facteurs qui vont agresser les déterminants du débit cardiaque droit, à savoir une baisse de la précharge ventriculaire droite, c'est ce qu'on voit en cas de tamponnade. On voit aussi dans les tamponnades gazeuses, de type hyperinflation dynamique, dans le BPCO ou asthme aigu grave. C'est toute situation où on a une augmentation de la post-charge. On le voit à chaque fois qu'on a une augmentation de résistance vasculaire pulmonaire, par embolie pulmonaire, par hypoxie. Situation d'SDRA qui va combiner plusieurs facteurs d'agression, vasoconstriction pulmonaire hypoxique, compression par des PEP excessives. Autre déterminant qui va être agressé ou qui va être altéré par différents types d'agressions, c'est la baisse de la contractilité, par un infarctus du VD, par des myocardites septiques, par des tachyarrhythmies. Et aussi, il faut savoir que les défaillances majeures et étendues du ventricule gauche vont impacter la contractilité du ventricule droit, puisqu'il a été prouvé par des études IRM que le ventricule gauche participe aux alentours de 40% dans le travail ventriculaire, dans le travail systolique du ventricule droit. Et donc une défaillance étendue, notamment septale, du ventricule gauche, va altérer la fonction systolique du ventricule droit. Et puis enfin, les augmentations de précharge, et on voit ça très souvent dans des situations iatrogéniques où on a trop rempli des ventricules droits qui sont altérés. Il y a nos amis de la chirurgie cardiovasculaire qui font de l'ETO, qui nous disent, sur des VD péropératoires qui sont très distendus, dès qu'ils cherchent à tester la précharge dépendance et qu'ils commencent à remplir, grâce à l'ETO, ils voient qu'ils se distendent au tel point qu'ils cherchent à se désamorcer. Et donc c'est l'ETO qui leur permet d'identifier ce genre de situation et d'arrêter le remplissage. Alors maintenant, quel est le cercle vicieux de dysfonction ventriculaire droite, le cercle physiopathologique classique, et quelles sont ses implications à la fois en matière de monitorage et à la fois en matière thérapeutique? Alors si on prend un ventricule droit initialement normal et qu'on le soumet à des facteurs d'agression multiples, c'est des facteurs classiques qui entraînent une augmentation des résistances au niveau du lit vasculaire pulmonaire, à savoir l'hypoxie, l'hypercapnie, l'acidose, des PEP excessifs, des mauvais réglages du ventilateur. Si par malchance on a aussi un phénomène thromboembolique, un caillot qui va migrer et des phénomènes ischémiques qui vont se rajouter, qu'est-ce qui va se passer? On aura une distension du ventricule droit avec une compression des vaisseaux coronaires. Alors cette distension va entraîner suite à cette compression des vaisseaux coronaires une ischémie ventriculaire droite qui, si elle se prolonge, va entraîner une défaillance ventriculaire droite. Cette distension ventriculaire droite risque d'entraîner une distension de l'anneau tricuspide avec une dilatation, avec une fuite tricuspide qui va entraîner une dilatation de l'oreillette et puis une augmentation de la pression de l'oreillette droite et qui va entretenir la défaillance ventriculaire droite par le fait qu'il faudra être toujours engorgé par l'augmentation de la pression au niveau de l'oreillette droite. Alors les conséquences en amont, c'est une congestion au niveau des organes avec un œdème tissulaire et une baisse de l'oxygénation tissulaire. Alors si cette distension se maintient et qu'elle n'est pas corrigée rapidement et que l'ischémie est maintenue, elle va s'aggraver, elle va comprimer le ventricule gauche via le septum, ce qui va entraîner une baisse de la précharge du ventricule gauche, une défaillance ventriculaire gauche, qui va entraîner une baisse de la contractilité, baisse du volume d'éjection systolique, baisse du débit cardiaque, baisse de la pression artérielle, avec
aggravation des phénomènes d'ischémie et d'hypoxie tissulaire, ce qui va entraîner des réactions inflammatoires avec libération de cytokines, vasodilatation systémique, qui va aggraver la baisse de la pression artérielle. Et le tout va aggraver la baisse de la pression de perfusion coronaire. Et donc, en matière de monitorage, les principaux messages ici, selon cette physiopathologie, c'est tout d'abord identifier rapidement la défense ventriculaire droite, et là l'échographie et le TT en réanimation peut jouer un rôle important en l'utilisant chez les malades à risque. Deuxième élément, dès qu'on a cette défaillance qui est suspectée ou identifiée, il faut aller rapidement voir si on a des réglages au niveau du respirateur qui obéissent aux recommandations de la ventilation protectrice. Sinon, on peut faire des tests de baisse de PEP et d'arrangement du flux du courant pour voir, des fois, très souvent, on arrive à corriger des défaillances droite, rien qu'en réglant correctement notre respirateur. Troisième élément au niveau de monitorage, c'est mettre rapidement une pression artérielle invasive s'il n'a pas été faite. On a vu l'intérêt en matière l'intérêt de monitorer de façon continue la pression de perfusion coronaire. Alors, il faut aussi mettre rapidement une voie veineuse centrale et monitorer la pression de l'oreille droite. C'est l'une des situations, qui restent comme indication de monitorer la pression veineuse centrale ou la pression de l'oreille droite. Cette pression veineuse centrale ou pression de l'oreille droite a été largement dénigrée en matière d'évaluation de la volémie, parce qu'elle n'est pas sensible, parce qu'une fois qu'on branche le malade avec le respirateur, on ne peut pas savoir rien que par la pression de l'oreille droite ou la pression veineuse centrale, est-ce qu'il est hypervolémique ou hypovolémique. Mais en matière de ventricule droit, elle sera très utile, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour savoir quelle est la tolérance au remplissage et quelle est la gravité de cette défaillance. Et puis aussi pour chercher à l'abaisser de façon à avoir l'équation pression de perfusion coronaire égale PAM moins POD avec une POD la plus basse possible. Et puis en matière de monitorage, si on peut mettre un monitorage continu de débit cardiaque, notamment par le TO, c'est chez les malades les plus graves, ça va être très utile pour pouvoir suivre les thérapeutiques, notamment la mise en place des inotropes ou les tests de précharge dépendance. Alors en matière thérapeutique, première chose à faire, c'est mettre un vasopresseur de type noradrénaline pour pouvoir améliorer la pression de perfusion coronaire droite. Optimiser la précharge. Quand je dis optimiser la précharge, ça peut être tester la précharge dépendance et remplir, ou bien mettre des diurétiques. On va voir ses indications pour quel cas on va les mettre. Et puis discuter, après avoir mis les vasopresseurs et optimisé la précharge, la mise d'inotropes. Alors, lorsqu'on a un ventricule droit qui marche très bien, pression de l'oreille droite normale, ça c'est un exemple de l'impact de la fonction ventriculaire droite sur les organes qui sont en amont. Alors le rein ici va uriner normalement. Alors si on prend une situation où on a un VD qui est complètement défaillant, avec une oreillette droite, une pression de l'oreille droite qui est élevée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va commencer à avoir de l'anurie et de l'oligurie. Ça s'explique comment? Ça s'explique tout simplement par l'équation de la pression de perfusion efficace du rein, qui est tout simplement la pression artérielle moyenne moins la pression de l'oreille droite. Et dans ces situations où on a une augmentation, on a une congestion, eh bien, on a un impact direct sur la diurèse. Et donc, autre argument en faveur du monitorage de la pression veineuse centrale et de la pression de l'oreille droite. Et bien sûr, les maintenir à des niveaux les plus bas possibles. Lorsqu'on cherche dans la littérature, lorsqu'on cherche à définir la défense ventriculaire droite, alors on a deux grandes définitions qui ressortent. Alors c'est celle d'un groupe de travail qui a cherché à définir la défense ventriculaire droite comme un acute right heart syndrome, où ils disent que c'est un process rapidement progressif. On a une congestion qui va résulter d'une défaillance contractile du ventricule droit ou du remplissage du ventricule droit. Alors, il y a un groupe qui a été dirigé par Antoine Veiller-Baron, qui est un grand spécialiste du ventricule droit, qui a défini la défense ventriculaire droite comme un état où le ventricule droit est incapable de répondre à l'augmentation de la demande, à l'augmentation d'une demande excessive ou à l'utilisation excessive du mécanisme de Frank-Starling. Vous voyez bien que ces définitions sont un peu complexes et elles ne sont pas très claires.
Alors ceci s'explique par la chose suivante. En fait, la défaillance droite va passer par une histoire naturelle qu'on peut simplifier comme suit. On peut avoir un ventricule droit normal. Dès qu'on commence à avoir des facteurs d'agression, de type augmentation de la post-charge ou ischémie ventriculaire droite, qu'est-ce qui va se passer? Dans la mesure du possible, et au début, il va y avoir ce qu'on appellera une compensation adaptée, dans laquelle il y aura une stimulation sympathique qui va augmenter la contractilité, augmenter la fréquence cardiaque, l'augmentation de la taille ventriculaire droite pour qu'il puisse se contracter plus fort, mais à un stade où il n'y aura pas encore de compression ventriculaire gauche. La perfusion myocardique dans ce stade de compensation adaptée va être conservée. La fraction d'éjection est conservée. Les paramètres échographiques de fonctionnement sont normaux. Et les paramètres de Doppler tissulaire au niveau ventricule droit vont être normaux. Alors si on maintient les facteurs d'agression, ou si la pression artérielle pulmonaire monte plus que ça, qu'est-ce qui va se passer? On passe au stade d'un ventricule droit qui va être désadapté. Les mécanismes de compensation sont dépassés. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la stimulation sympathique, elle va rester tant que possible, mais elle sera inefficace. Elle va même entraîner des arythmies. L'augmentation de la taille ventricule droite, si elle dépasse un certain degré, elle va comprimer le ventricule gauche, comme on l'a vu tout à l'heure. La perfusion myocardique ventriculaire droite va être altérée. Et les paramètres systoliques échographiques vont être altérés. Et dès maintenant, alors, le passage de la situation qu'on voit à gauche de ventricule droit normal à un ventricule droit adapté suite à des agressions, elle peut se faire dans les deux sens, de façon plus ou moins facile, mais pour passer, elle se fait aussi dans le sens ventricule droit adapté à ventricule droit adapté, en fonction du maintien des facteurs d'agression, mais pour retourner d'un ventricule droit désadapté à un ventricule droit adapté, ça c'est plus difficile. Et d'où l'intérêt d'identifier rapidement ces défaillances ventriculaires droites chez les malades à risque. Sur le plan thérapeutique, il est clair que dans la situation où on a un ventricule droit adapté, il ne faut surtout pas chercher à remplir. Parce que là, on a une distension qui est énorme, avec des pressions de l'oreille droite qui sont énormes, et au contraire, là, c'est plutôt, ça va soit faire un furosémie test, donc il faut dépléter le malade. Alors, dans la situation où on a un ventricule droit adapté, si on veut optimiser la volémie, il faudra passer par ce qu'on appelle un test de précharge dépendance. Et vous voyez que on peut passer de la situation au milieu à la situation à droite chez le même malade durant une même hospitalisation, voire même durant une même journée. Et ça nous arrive très souvent en regardant à l'ETT des malades qui sont hypoxiques, qui ont des symptômes paradoxaux. Dès qu'on arrive à la corriger, en mettant une VNI, en mettant une intubation, en mettant un masque à haute concentration, après quelques minutes, quand la PO2 s'arrange, on revient à une situation où le VD est adapté. Alors, comment reconnaître un VD défaillant? L'échographie, comme je vous ai dit, l'ETT, grâce à l'eyeballing, grâce au mouvement de l'anneau tricuspide. On peut utiliser aussi le Doppler tissulaire. Et on peut, à chaque fois qu'on a identifié une défaillance ventriculaire droite, aller mesurer l'impact sur la pression artérielle pulmonaire chaque fois qu'on a une insuffisance tricuspide qui est exploitable. Alors, comme je vous ai dit, j'essaie d'attirer votre attention sur la nécessité d'identifier précocement ces défaillances ventriculaires droites. Parce que lorsqu'elles se maintiennent, elles deviennent difficiles à réverser. Alors, il y a l'étude qu'on voit à gauche qui a utilisé le TT et qui a montré que dans les défaillances droites liées à des chocs septiques, donc elles sont impliquées, elles concernent à peu près aux alentours, à peu près le tiers des cas. Alors, il y a une très belle étude qui a comparé l'utilisation de l'ETT à une technique qui est assez nouvelle. Je vous montre, donc vous avez en bleu l'ETT conventionnel et en rouge l'utilisation du strain. Alors le strain, c'est une technique qui va pouvoir analyser pixel par pixel les différents segments de la paroi ventriculaire. Et on trouve, les résultats ont trouvé qu'on peut passer à côté d'un pourcentage très élevé de défaillances qui ne sont pas identifiables par l'ETT. Et ça, c'est probablement une technique d'avenir qui va être généralisée dans les réanimations pour pouvoir identifier rapidement ces défaillances.
Alors, quand on a une défaillance ventriculaire droite, quel impact en matière de monitorage hémodynamique et quels sont les paramètres qu'on peut utiliser, quels sont les paramètres qui vont être, disons, dévalidés par cette défaillance. Alors, par rapport à la PVC, la pression de l'oreille droite et le diamètre ventriculaire, le diamètre de la veine cave inférieure, alors en statique, ils vont être utilisés pour optimiser la pression de perfusion coronaire, pour juger de la gravité de la défaillance et de la congestion des organes, mais on ne pourra pas les utiliser pour juger la volémie, puisque la distension de la veine cave et de l'oreille droite va faire en sorte qu'il n'y aura aucune variabilité et que ça sera une mesure ce sera des mesures qui ne seront pas utiles pour voir une réponse au remplissage. Alors, on peut utiliser par contre la pression de l'oreille droite chaque fois qu'on a testé le remplissage pour voir est-ce que ça va rester au même niveau avec une amélioration du volume d'éjection systolique ou bien aucune amélioration du volume d'éjection systolique avec une augmentation très importante de la pression de l'oreille droite. Alors, par rapport aux paramètres dérivés de la pression artérielle, ici, on n'utilise pas le δ-pp, puisque la défaillance ventriculaire droite va en elle-même créer des variations de la pression pulsée. Et donc, le δ-pp ici ne peut être utilisé pour chercher une hypovolémie. Alors, par rapport au monitorage du débit cardiaque par la technique PICO, le débit cardiaque donné par ces techniques reste valide en cas de défaillance ventriculaire droite, mais il faut savoir que les indices de fonction systolique et les indices de précharge dérivés de ces paramètres PICO vont avoir une sensibilité qui va être très faible, puisque la distension droite va en fait surestimer les paramètres de précharge du ventricule gauche. Bien évidemment, si on a une embolie pulmonaire avec une exclusion d'une partie très importante du lit vasculaire pulmonaire, l'eau pulmonaire extravasculaire ne sera pas valide, donc on ne pourra pas l'utiliser en cas de dysfonction ventriculaire droite. Alors l'ETO, elle a vraiment sa place, notamment en péropératoire, puisqu'elle permet un monitorage direct du débit cardiaque, de voir la morphologie, et puis aussi de voir la tolérance à des manœuvres thérapeutiques, notamment à du remplissage. Et puis on a la technique standard et la référence qui est de plus en plus délaissée, mais qui est utile en cas de SDRA ou de défaillance très fixe et très importante en réanimation, c'est bien sûr le cathétérisme artériel pulmonaire qui nous donne plein de paramètres, les résistances vasculaires pulmonaires, le débit cardiaque et même des paramètres d'oxygénation comme le SVO2. Alors, prenons une situation pratique au bloc opératoire où on a des facteurs d'agression multiples du VD. À savoir, le cas où on a à faire une induction pour un syndrome obstructif. Par exemple, on est amené à intuber un malade qui est en hyperinflation dynamique, en asthme aigu grave ou en BPCO. Alors, ce collapsus de reventilation va être lié à plusieurs facteurs. Premièrement, un oubli des recommandations, des réglages en matière d'asthme aigu grave. Par exemple, maintenir des volumes courants élevés ou maintenir des PEP élevés. Ça, c'est très délétère pour le ventricule droit et ça risque même d'entraîner des complications respiratoires de type barotraumatique. Et ça augmente bien sûr les pressions de l'oreille droite. Alors, le fait de corriger très rapidement une hypercapnie après avoir intubé un malade qui est très hypercapnique comme les BPCO en décompensation, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner une abolition de la réaction capnique sur la vasoconstriction systémique, ce qui va entraîner une vasodilatation qui peut être aggravée par les drogues anesthésiques, par l'utilisation du propofol par exemple, et tout ça va aggraver l'ischémie et va abaisser la pression de la perfusion coronaire droite. Chez ces malades-là qui sont en hyperinflation, qui sont en détresse, il y a un contexte d'hypovolémie associé, ils perdent de l'eau, ils sont en sueur. Si on ne corrige pas l'hypovolémie, ça va entraîner, ça va aggraver ce phénomène qu'on appelle le collapsus de ventilation. Bien sûr, si on garde le malade, si on l'intube en position de décubitus dorsal strict, vous avez les viscères qui vont monter vers le thorax, qui vont augmenter la pression intrathoracique et qui vont augmenter la pression de l'oreille droite et aggraver la situation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en pratique? Il faut toujours, devant une situation
d'induction et d'intubation chez les malades en hyperinflation dynamique, faire une intubation et une préoxygénation en position assise pour garder le diaphragme le plus libre possible, mettre des vasopresseurs de type noradrénaline et remplir en pré-induction, utiliser des drogues qui ne vont pas altérer la contractilité et surtout respecter les réglages du respirateur qu'on utilise dans ces situations, à savoir un faible volume courant, une PEP la plus réduite possible, voire nulle au début, et un temps expiratoire qui va être prolongé pour pouvoir limiter le piégeage d'air. Maintenant, comment optimiser la précharge ventriculaire droite? Alors, il est clair que dans nos situations, en fait, quels sont les cas où on va pouvoir remplir sans réfléchir? Alors, chaque fois qu'on a une baisse de la précharge, on pourra remplir dans la situation de tamponnade. Et dans la situation d'hyperinflation dynamique, ça, remplissage sans problème. Quelles sont les situations où le remplissage est totalement contre-indiqué? C'est bien évidemment la situation où on a une défaillance ventriculaire droite liée à un excès de remplissage. Et puis, la zone grise va concerner les défaillances ventriculaires droites liées à l'augmentation de la pression artérielle pulmonaire en aigu et liées à une diminution de la contractilité par infarctus ou par choc septique. Et alors, c'est ce qu'on va discuter. Alors, il y a ce travail très intéressant d'Alain Merkin qui a évalué le remplissage dans les défaillances droites suite à des embolies pulmonaires massives. Alors, qu'est-ce qui a été retrouvé? Il a été retrouvé que les ventricules droits qui vont répondre au remplissage sont, enfin, les patients qui ont répondu au remplissage avec ce genre de défaillance sur embolie pulmonaire grave, ce sont ceux qui ont les pressions d'oreille droite les plus basses possibles, inférieures à 6. Et donc, d'où l'intérêt d'utiliser la pression de l'oreille droite ici comme indicateur de la gravité de cette défaillance. Alors, dans le choc cardiogénique du ventricule droit, ils ont trouvé à peu près les mêmes résultats. Donc, chaque fois que la pression de l'oreille droite est basse, c'est les patients qui répondent. Lorsqu'elle est élevée, c'est les patients qui ne vont pas répondre. Alors, lorsqu'on voit les recommandations américaines de l'AHA, alors concernant le remplissage dans le choc cardiogénique, on voit que ça concerne les défaillances du ventricule droit, mais il faut utiliser des fluides bolus et utiliser des tests de précharge dépendance avant de se lancer dans des remplissages. Maintenant, quelle catécholamine utiliser? Donc, la catécholamine idéale doit répondre au cahier de charge suivant. Elle doit pouvoir abaisser les résistances vasculaires pulmonaires, augmenter la pression de perfusion coronaire, et ne doit pas entraîner de troubles de rythme. Elle doit favoriser le retour veineux. Elle doit diminuer la consommation myocardique en oxygène. Et ne doit pas entraîner d'augmentation de lactate, puisque, comme on a dit, l'augmentation de lactate entraîne de l'acidose et entraîne de la vasoconstriction pulmonaire hypoxique. Et elle est censée augmenter l'inotropisme sans augmenter la consommation. Alors, rappelons-nous de l'époque où on nous parlait de la dopamine comme moyen de favoriser la diurèse. Alors, il y a ce papier du New England qui nous dit qu'il ne faut plus utiliser le dopamine dans tout, dans n'importe quel choc. D'accord? Vu qu'elle augmente la mortalité, et surtout par les troubles de rythme qu'elle entraîne, et que ça n'a aucun impact sur cette histoire de diurèse. Donc, dopamine à oublier et à jeter dans la poubelle. Maintenant, peut-on utiliser la noradrénaline en première ligne? Quand je dis première ligne, c'est non seulement pour corriger la pression de perfusion coronaire, mais aussi pour aider l'inotropie du ventricule droit. Eh bien, il y a ce magnifique travail qui a comparé deux niveaux de pression artérielle moyenne, et c'est entre 65 et 85, et rappelez-vous que c'est ce qu'on cherche dans les défaillances ventriculaires droites à pression artérielle pulmonaire très élevée. On cherche à augmenter la pression artérielle moyenne. Et là, ils ont utilisé la noradrénaline à des doses différentes. Donc ici, ils ont commencé à 65, introduction de la noradrénaline, augmentation des doses pour arriver à une PM à 85. Alors on s'attendait à ce que, normalement, on nous a toujours dit que la noradrénaline augmente la post-charge, donc on s'attend à ce que, normalement, un cœur en choc cardiogénique réponde de façon, disons, au moins que le débit ne change pas, ou sinon il va plutôt s'aggraver. Et bien regardez ce qui se passe, les amis. Quand on augmente les doses de noradrénaline pour cibler une PM plus élevée, on a un débit cardiaque qui s'améliore à 85 de PM. On a également les paramètres de microcirculation, la SVO2, qui s'améliorent. Donc au début, elle était à 69, et elle monte à 73. 69, ça veut dire qu'il y a de l'extraction en périphérie. Autre paramètre microcirculatoire qui s'est amélioré,
le PCO2 gap. Et autre chose très étonnante, c'est qu'on a eu un abaissement des lactates, ce qui témoigne d'une amélioration de l'oxygénation tissulaire. Et donc c'est en faveur de l'utilisation de la noradrénaline, à la fois pour optimiser la pression de perfusion, et aussi comme moyen d'améliorer l'inotropisme et le débit cardiaque. Alors les explications qui ressortent dans l'étude, c'est que la noradrénaline maintient la balance énergétique du myocarde puisqu'elle n'est pas tachycardisante, et n'augmente pas, et n'entraîne pas d'augmentation de lactate, et n'a pas d'effet sur le récepteur bêta comme la dobutamine qui est vasodilatatrice. Alors, y a-t-il encore une place pour l'adrénaline? Je vous dis d'emblée non, puisque cette étude qui a comparé noradrénaline versus adrénaline dans les chocs cardiogéniques, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Pas de différence en matière de PAM, pas de différence en matière de débit cardiaque, mais là où il y a la différence, c'est que l'adrénaline est très tachycardisante, ce qui est délétère pour un cœur qui est en choc cardiogénique, et aussi que l'adrénaline entraîne une augmentation très importante des lactates, et dans la situation de différence ventriculaire droite associée, acidose et vasoconstriction pulmonaire hypoxique, et aggravation de la déférence ventriculaire droite. Et autre élément qui est blindé, c'est que l'adrénaline augmente la mortalité, et donc il ne faut pas l'utiliser en première attention, à moins qu'on soit, comme on dit dans Jazirat al-Wuqwa, où il n'y a que l'adrénaline pour passer un cap. Alors, dobutamine, quelle place pour la dobutamine? Bien évidemment, elle garde toujours une place si on a une défaillance globale, qu'elle soit droite et gauche. Mais sachez que ces effets sur la circulation périphérique, notamment ces effets vasodilatateurs, risquent d'aggraver la pression, risquent d'aggraver la baisse de la pression artérielle et donc la baisse de la pression de perfusion coronaire. Donc, globalement, si on veut retenir quelque chose par rapport aux drogues catécholaminergiques, il faut les utiliser à la dose la plus faible possible et pour la durée la plus basse possible, le temps d'arranger le problème. Bon, il y a d'autres supports inotropes, je vais passer rapidement. Donc, la milrinone comparée à la dobutamine, pas de différence significative en matière de choc cardiogénique. Et le lévosimendan, il y a plusieurs papiers qui ont montré des effets bénéfiques, mais pas de différence en matière de mortalité. Alors, si on veut sortir si on veut récapituler, sortir par un algorithme simplifié, on doit distinguer entre deux grandes situations. Une situation où on a une défaillance ventriculaire droite, mais qui reste adaptée sans symptômes paradoxal, avec des paramètres échographiques de fonction systolique ventriculaire droite qui sont plus ou moins conservés. C'est la situation qu'on voit à gauche, versus une situation où le ventricule droit est totalement défaillant avec symptômes paradoxal. Alors ce qu'on va mettre au milieu, c'est valable pour les deux situations. Tout d'abord, optimisation du monitorage, évaluation de la gravité par pression artérielle invasive, pression de l'oreillette droite et monitorage de la diurèse. Les biomarqueurs sont très utiles, à savoir troponine, BNP et gaz du sang. Et en cas de suspicion d'SDRA, il faut faire un scanner thoracique pour voir est-ce que le malade peut rapidement bénéficier de manœuvres de recrutement de façon à ne pas aggraver la situation et essayer de ne pas tomber dans les situations où on est amené à avoir des hypoxies très sévères et des PEP très élevés en position de glus dorsal. Alors, dans la situation où on a un VD très défaillant chez des malades en SDRA, il faut rapidement envisager, si on a les moyens de le faire, un cathétérisme artériel droit ou cathétérisme cardiaque droit pour pouvoir avoir de façon fiable un débit continu et un monitorage direct des résistances vasculaires pulmonaires. Après avoir optimisé le monitorage, qu'est-ce qu'on fait? Stratégie respiratoire immédiate. Le but, ça va être de diminuer rapidement la post-charge. Alors, par titration de la PEP, maintien d'une dynamique pression inférieure à 14 et maintien de pression de plateau inférieure à 30 et correction de toute hypoxie et éviter bien sûr les hypercapnies excessives. Bien évidemment, en cas, encore une fois, de SDRA, ici le déclus ventral doit être envisagé très rapidement. Pour la stratégie hémodynamique immédiate, ça va aller dans l'ordre suivant. Tout d'abord, optimiser la pression de perfusion coronaire en mettant de la noradrénaline avec un but ici, j'ai mis PP, de pression de perfusion, qui doit être à 65, ce qui va nécessiter de cibler des pressions artérielles moyennes plus élevées. On a vu qu'avec la noradrénaline, en augmentant la pression artérielle moyenne, on n'est pas délétère sur la fonction myocardique. Et bien sûr, si on a une situation d'arythmie de réanimation, la fibrillation atriale très fréquente, il faut essayer de la reverser rapidement, ou au moins
ralentir pour pouvoir gagner un temps diastolique suffisant. Deuxième élément, il faut optimiser la précharge ventriculaire droite. Je dis bien optimiser. Très clair, pour la surno droite, surtout pas remplir. Il faut dépléter, furosémie test. Si le furosémie ne marche pas, essayez une épuration extrarénale. Pour la situation où le ventricule droit est encore adapté, pas de septum paradoxal, juste distendu, avec un rapport VD sur VG qui s'approche de 1, mais qui reste inférieur à 1, on fait un fluid challenge. S'il est positif, on remplit. Si, et bien sûr après, on optimise la contractilité. S'il est négatif, on envisage directement l'optimisation de la contractilité ventriculaire droite, soit par la dobutamine, par l'évocimondon, ou si on a la myrine. Et puis on a les mesures ultérieures de la réduction de la post-charge, à savoir le NO inhalé ou les prostacyclines inhalées. Et enfin, tout ce qui est assistance circulatoire, qu'on doit envisager très rapidement si on voit que la situation ne s'arrange pas. Parce que le fait de garder le malade sous catécholamine de façon prolongée et sans avoir traité l'étiologie fera en sorte qu'on aura une aggravation de la situation. Donc voilà, c'était ce que je avais à vous dire par rapport à ces défaillances et je vous remercie.